Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de la stratégie Ender, adaptation d'un roman de littérature jeunesse adolescente, truc dans le genre, je sais pas trop, je connais pas du tout, je savais absolument pas ce que c'était, j'ai vu les gens commencer à en parler quand ça a commencé à être adapté, sans vraiment savoir de quoi ils parlaient du tout. Ça sortait vraiment de nulle part pour moi, j'avais jamais entendu parler de ce truc. Alors comment s'appelle l'acteur principal? Asa Butterfield, Harrison Ford, Ben Kingsley, Abigail Breslin et Viola Davis et plein d'autres jeunes acteurs qui sans doute seront connus d'ici quelques années. C'était ma petite anti-sèche. Alors je suis allé le voir du coup, sachant ses origines et voyant un peu le casting qui fait un peu écran de fumée. Vous savez, c'est un peu ce genre de casting où on se dit on va mettre plein d'acteurs, comme ça les gens verront pas qu'il y a rien dans le film. Donc j'étais pas très motivé à y aller, même si c'était de la science-fiction, sachant que c'est vraiment le registre qui me fait le plus fantasmer, mais là pour le coup voilà, j'ai pas très motivé, d'autant que tous les acteurs sont des gamins, donc ça renforce vraiment ce côté littérature pour enfants, parce que la littérature pour enfants prend toujours des enfants comme héros, et la littérature adulte prend rarement des enfants pour héros, sauf cas très particuliers. Et globalement, je suis plutôt bien surpris par le film, tout en étant conscient que c'est d'une facilité absolument extrême. Il y a pas de prise de risque, il y a pas de, c'est que des éléments dont on sait qu'ils vont marcher, en fait. Donc il y a un côté un peu honteux à se dire bah oui effectivement ça a marché, sauf que bon bah voilà ça a marché. Alors oui, c'est pas très évolué, ça reste quand même de plutôt bon niveau et ça tombe pas dans les travers assez un peu trop bas de gamme, un peu trop bateau. Je m'attendais vraiment par exemple à ce qu'il y ait une histoire d'amour, à ce qu'il y ait une romance dans le truc, ce qui aurait pu être en plus un peu étrange vu l'âge des personnages qui ont 12 ans me semble-t-il. Mais donc il y en avait une qui était plus ou moins annoncée à un moment, et en fin de compte non, le film ne se laisse pas tomber dans ce travers-là. Et alors le livre en tout cas est ultra connu pour un retournement scénaristique de fin de film que les gens qui ont eu le bouquin trouvaient dommage qu'il ait conservé. Ce que j'ai absolument pas compris, parce que justement à chaque fois qu'on adapte un bouquin en film, les gens gueulent parce que ça ne respecte pas les choses originales, parce que on passe à côté de certains retournements, parce qu'on passe à côté de certaines révélations. En quoi ça gêne que le film le garde? Enfin justement, bon, ceux qui ont déjà lu le bouquin, vous connaissez déjà le retournement final, mais ceux qui ne l'ont pas lu, comme moi, ils vont le découvrir le retournement final. Bon, même si on le sent venir à partir d'un certain moment, mais c'est pas. Je comprends pas. Enfin, c'est vraiment, ça montre bien à quel point le public ne veut pas avoir le final cut parce que son avis est multiple. C'est ce dont je parlais dans Star Wars. Son avis est multiple et donc forcément il y a quelqu'un qui sera pas content. Donc voilà, il y a pas de règle en termes d'adaptation manifestement, puisque même quand on fait les choses que la plupart du temps les jeux veulent qu'on fasse, eh ben ils gueulent quand même. Le retournement d'ailleurs est assez intéressant, assez bien foutu et pour le coup purement science-fiction. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Quoique si en adaptant le truc, si il y aurait moyen de le faire quand même autrement. Du coup, alors le message est plutôt sympathique. Ce côté quand on commence à comprendre vos ennemis, c'est là qu'on commence à s'attacher à eux, du coup, etc. Qui a un côté très vrai. Du coup, le film a tout un discours qui est très anti-guerre et etc. Donc forcément, voilà, c'est pas des points de vue qui vont choquer tout le monde. C'est pas des trucs qui vont vous prendre aux tripes et qui vont vous retourner, qui vont essayer de prendre les choses à l'envers. C'est, au contraire plutôt classique. Et c'est assez bien pensant, mais en même temps, c'est pas une mauvaise chose finalement à mettre dans la tête des gens. Apprends à connaître ton ennemi, apprends à voir un petit peu ce qu'il a dans sa tête et demande-toi si vraiment il y a une raison de le détester à ce point. Ce qui est plutôt bien foutu. Il y a pas mal de gens qui pourraient en prendre de la graine. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que voilà, le message est intéressant, le message est plutôt bien foutu. Le réalisateur avait fait auparavant des films assez différents,
Il y en a un qui s'appelait Mon nom est Tootsie, qui était un film plutôt indépendant, et en même temps il a fait X-Men Origins Wolverine. Là aussi injustement décrié parce qu'on l'accuse de faire ce qu'il a envie de faire. Tout bêtement, c'est on accuse X-Men Origins Wolverine d'être un film d'action un peu direct, un peu balourd, un peu pâteau. Mais il a jamais voulu être autre chose qu'un film d'action un peu direct, balourd et pâteau. Donc voilà, c'est pas on peut pas vraiment leur reprocher ce genre de choses. Le film essaye pas d'être plus que ce qu'il n'est. En termes de science-fiction, moi je suis assez satisfait. Il y a ils en font pas des caisses. Comment dire? Il n'y a pas une trop grosse variété de choses qui sont montrées, mais celles qui sont montrées sont intéressantes. Quand on voit les planètes colonisées par les ennemis, par exemple, qui sont les ennemis étant des espèces de fourmis, je sais pas exactement comment les appeler, parce que je crois qu'en français ils s'appellent les Dorifs, mais en anglais c'est pas le même nom. Comme c'est des espèces de fourmis, d'insectes, ils construisent leurs bâtiments et leurs trucs avec leur salive ou une espèce de résine qu'ils doivent sécréter. Et du coup, ça fait des choses très très belles, des espèces de grands territoires avec des sculptures de résine orange transparente, un truc assez joli. Leurs vaisseaux ont des designs assez sympas également, du coup. Et puis tout ce qui est développé autour du... Alors, j'y suis allé avec quelqu'un qui m'a dit que ça ressemblait, ça lui faisait penser à 2001 Odyssée de l'espace. Non. Oui, c'est dans une station spatiale avec des trucs qui tournent et donc du coup il y a des couloirs qui sont en cercle, enfin et des machins en genre. Donc oui peut-être, mais ça vient pas de 2001 Odyssée de l'espace, mon cher Raphaël. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. J'ai été très surpris par la qualité de la musique. J'ai pas regardé qui la faisait d'ailleurs du coup, merde, je m'étais dit avant d'appuyer sur record, il faut que je regarde qui l'a fait. Je vais essayer de voir ça vite fait parce que je ne sais pas qui l'a fait, mais c'était vraiment sympa, ça m'a vraiment marqué. Là aussi c'est très facile parce que c'est du truc à la Inception, c'est des gros coups de basse et de machin, c'est du bon et des machins, mais malgré tout, ça marche plutôt pas mal et il y avait un thème en plus qui était repris, qui était un thème de base qui était plutôt intéressant. Où est l'équipe technique là-dedans? Équipe technique complète. Ah, allez, montre-moi le musicien. Enfin Steve Jablonski. Qu'a-t-il fait, Steve Jablonski? Navré, hein? Vous voulez un café, un thé, un machin, un petit biscuit, quelque chose? Allez, affiche-toi. Transformers, The Island, du Desperate Housewives. Ah bon? No Pain No Gain. Ah oui, c'est un habitué de Michael Bay en fait. D'accord. Il a fait musique de Gears of War, Gangster Squad. Ouais, non, donc plutôt Battleship. Ok. Ouais. Ouais, d'accord. Bah, je comprends mieux d'où ça vient du coup cette façon de faire de la musique. Mais franchement, il y a des trucs plutôt sympas. Il y a des envolées lyriques dans des passages en gravité zéro où ils sont en train de voler. Et on a tout un orchestre de violons qui sont là pour reprendre le truc sans trop l'appuyer. Juste, enfin, il y a vraiment un rapport entre l'image et la musique qui fonctionne très bien. Il y a dans la composition, entre la composition et ce qui est montré à l'image. Et l'univers du coup qui est développé dans le film est plutôt intéressant. Assez futuriste, enfin le côté futuriste en tout cas est très réussi. Il y a un côté réaliste avec cette idée de limitation de la population. Voilà, il y a pas mal de choses qui marchent plutôt bien et les acteurs sont plutôt bons. J'ai vu une critique vite fait sur Allociné qui disait que les acteurs étaient pourris. Si ça c'est pourri, franchement, je sais pas ce qu'il vous faut. Enfin, les acteurs, en plus, sont des enfants pour la plupart. Ils sont plutôt très jeunes. Bon, le héros, Asa, a joué avec Scorsese dans Hugo Cabret, donc forcément, il peut pas être extrêmement mauvais. Il peut pas être mauvais. Mais même les autres acteurs jouent plutôt bien leur rôle. Même ceux qui sont un peu de côté, qui n'ont pas une personnalité extrêmement développée, sont plutôt intéressants. Donc, voilà, je peux pas dire grand chose de mal, j'ai pas grand chose à... Si, il y a une scène qui m'a un peu perturbé, c'était, il y a une scène où le héros, Ender, voit sa sœur Valentine à un moment où il a un doute, il sait plus trop si vraiment il veut continuer être dans l'armée. Ils vont tous les deux sur un lac,
Donc il est en train de faire avancer la pagode avec sa rame ou son bâton, et ils ont une discussion comme ça pour où elle essaye quand même de le motiver, de le remotiver à aller dans l'armée. Et il y a cette scène passe extrêmement vite. Je me demande, je pense que quand ils vont le sortir en Blu-ray ou en DVD, il doit y avoir une version coupée de cette scène où elle doit être plus longue de au moins 1 ou 2 minutes, parce que là vraiment c'est son dilemme intérieur est résolu en genre 5 phrases. Alors oui, d'accord, c'est un film plutôt orienté jeune public, adolescent, mais enfin quand même. D'ailleurs à ce propos, il est pas si orienté que ça jeune public finalement. Les personnages sont des enfants, sont assez jeunes. Mais vu le contexte dans lequel ils sont, qui est un contexte de guerre, vu les enjeux qu'il y a dans le film et vu ce que ça prouve, franchement, vous pouvez y aller à peu près tous les âges, si vous n'êtes pas trop regardant, cela dit. Mais je suis pas sûr que ce soit forcément réservé aux 6-12 ans, quoi. Il y a un côté assez mature qui est plutôt sympa. C'est justement Hunger Games a cette qualité-là aussi. Quand ils font de la littérature jeunesse ou adolescente, ils ont tendance vraiment à prendre les ados pour des cons. Ce qui, moi, m'a toujours profondément énervé quand j'étais adolescent. Je supportais pas la littérature adolescente à cause de ça. Et il y a quelques rares bouquins et quelques rares films qui décident quand même de se dire, bah, ce sont des ados ou des jeunes adultes ou des enfants. Enfin, plutôt des ados et des jeunes enfants. Mais il y a quand même un moment où ils vont finir adultes. Et on préfère s'adresser à l'adultes qui vont devenir plutôt qu'à l'ado qu'ils sont. Et ça, c'est très intéressant. Twilight, par exemple, s'adresse spécifiquement à l'ado qu'elles sont, ou que ils, s'ils aiment bien les jeunes hommes torse nu, mais rarement dans l'autre cas. Je crois que tous les mecs hétéros détestent Bella, je connais pas un jusque-là qui en a dit du bien. Ce que ne fait pas du coup Hunger Games, et ce que ne fait pas non plus la stratégie de Ender, qui du coup voilà me paraissent plutôt intéressants grâce à ça. Je me demande même si je vais pas me l'acheter en Blu-ray, la stratégie Ender. Ça a beau être vraiment littérature jeunesse et pas trop élaboré, il y a au niveau de la SF, il y a une bonne qualité, il y a un bon rendu, c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant, c'est pas con et c'est pas, je sens pas que c'est orienté à des enfants. Je vois que c'est à la base un truc pensé destiné à des jeunes qui sont des adultes en devenir. Donc du coup, les adultes peuvent comprendre le truc et être réceptifs sans se sentir forcément insultés intellectuellement. Donc ouais, plutôt du positif. Je pensais pas tenir aussi longtemps dessus. D'ailleurs, je pensais que ça irait vite, mais manifestement, voilà, j'avais des choses à dire. Donc voilà. Je te conseille la stratégie Ender, c'est bassement hollywoodien, mais c'est vraiment réussi. Donc plutôt du positif. À ce niveau-là, d'ailleurs, enfin il y a une manie de dénigrer Hollywood et les codes hollywoodiens. Il y a une incompréhension quelque part. On n'a pas créé les codes hollywoodiens pour faire chier les autres films et les autres codes. On a créé les codes hollywoodiens parce qu'on sait qu'ils marchent. C'est ça le truc. On n'a pas décidé qu'il fallait une histoire d'amour, qu'il fallait machin, qu'il fallait une progression dramatique, parce que voilà, on est les Américains, on a décidé que ce serait comme ça. Non, c'est pas le principe. Le principe, c'est on est les Américains, donc on veut que ça se vende bien, que ça marche bien, et du coup on va voir ce qui marche bien. Et il se trouve que ce qui marche bien, c'est ces techniques-là. Et effectivement, quand elles marchent bien, ça marche. La preuve, c'est que même quand on est conscient qu'elles sont utilisées, bah voilà, le film au final, il marche bien, il est réussi et il marche bien. Donc voilà, il n'y a pas forcément à dénigrer Hollywood et tout ça, sachant qu'en plus beaucoup de chefs-d'œuvre du cinéma sont venus d'Hollywood. Donc c'est un peu facile et ça m'énerve un petit peu, et il y a pas besoin de, quand on dit qu'on aime le cinéma et qu'on est cinéphile, il y a pas besoin de décrier Hollywood pour se faire mousser et faire croire qu'on connaît mieux que tout le monde. C'est le cinéma de divertissement, c'est aussi du cinéma. Le cinéma sert aussi à divertir. C'est peut-être pas son but premier, mais ça sert aussi à ça. Donc ça sert à rien de cracher dessus, enfin c'est con. Donc voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.